Salut à tous, épisode 15 avec Gazprom. Ici on va attaquer des classiques, on va attaquer des moments qu'on aime tous évidemment dans le cyclisme. C'était Mathieu Van Der Poel à l'épisode précédent qui avait, donc on est en 2023, je dirais lancé les hostilités après d'ailleurs un Milan-San Remo marqué du saut de la domination de Van Der Poel et Pidcock par exemple. Van Der Poel s'était imposé sur le GP de l'E3. Donc on a fort à faire, il y a Van Aert, il y a Van Der Poel, c'est logique, il y a Pidcock, il y a Casper Asgreen, il y a des tas de très très bons coureurs en face de nous, et nous, eh bien évidemment, au moment d'aborder toutes ces classiques, flandriennes là pour la suite, donc il va y avoir, dans cet épisode, on terminera par Roubaix, ça veut dire qu'on aura aussi couru l'Amstel, puisqu'il y a eu interversion ici sur le calendrier entre Amstel et Paris-Roubaix. On ira aussi sur le Tour des Flandres. Bref, le bilan jusqu'à maintenant est bon pour nous. On arrive toujours à tirer notre petite épingle du jeu, mais c'est pas évident. À travers la Flandre pour commencer. Donc l'équipe sera toujours la même sur ces classiques-là. Toujours autour de Lutsenko, mais également de Moscon, avec Michael Gogel, avec le petit Bryukov, avec également les jeunes Alessandro Covi pour son côté puncher, et le petit Vinkovic, ainsi que Klimek, le Polonais très fort en pavé. Donc oui, c'est un pari sur l'avenir aussi cette équipe, puisque salarialement on est tellement limité que ça oblige à plutôt essayer d'aller recruter des jeunes, et en essayant quand même de s'appuyer sur ceux qui ont un très gros salaire, très gros par rapport à nous, bien sûr à notre échelle, à savoir Moscon et Lutsenko. Donc, au moment d'aborder ces classiques, à travers la Flandre est peut-être considéré comme mineur, mais tout de même, vu le plateau de coureurs, et notamment la présence de Wout van Aert, je préfère ne pas vendre la peau de l'ours, loin s'en faut, avant de l'avoir tué, et on aura bien du mal sur ce profil-là, sur ce variant-là, nous aurons du mal à l'emporter sur Van Aert, surtout que Moscon, certes, est à plus 3, mais pour ce qui est de Lutsenko, il n'est pas dans un bon jour. Il y a eu un sujet très important sur cette période-là, j'en reparlerai juste après. C'est la question des pics de forme qui, pour certains, sont achevés ou sur le point de s'achever. Et on va devoir jouer probablement l'Amstel et Roubaix, ainsi que plus tard la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, sans pic de forme, en tout cas sur les principaux coureurs. Donc ça, c'est une donnée très importante. La raison, c'est essentiellement lié au nouveau système de calcul qui fait que certains jours de course ont été comptabilisés, et que je me suis retrouvé, attention, Stuyven qui essaye de sortir ici à un peu plus de 20 km de l'arrivée, je me suis retrouvé à subir un petit peu les choses. Voilà, au niveau des pics, c'est pas évident. Regardez, ce final est relativement plat, il n'est pas favorable à nos hommes. Tout de même, on essaye de mettre Moscon dans les meilleures dispositions. Dernier petit secteur pavé ici. Ouais, attention, chez Jumbo-Visma, il y a Van Aert en leader, mais il y a très souvent, on le verra, Tige Benoît, qu'ils ont également recruté. C'est amusant, ça vient retrouver un petit peu la réalité. Et par contre, ce qui ne retrouve pas la réalité, c'est la présence de Jesper Stuyven également chez Jumbo-Visma. Allez, on sait ici que l'enchaînement de tournants est décisif. On a tenté de partir, mais Van Aert nous surveille avec Gianni Moscon. Et je pense qu'il faut essayer de sprinter très tôt pour franchir le dernier virage en tête. Regardez comme ici, ça va basculer à droite. Et on va au bénéfice, je dirais, du vice sur PCM. On va réussir ici à s'imposer à travers la Flandre. Oh là, ça s'est vraiment joué juste au métier. C'est vraiment uniquement du métier là-dessus, puisque on savait, vu le variant, que ça allait basculer vers la droite au dernier virage, qu'il y aurait un enchaînement au préalable. Et donc, la capacité de sprint pure de Van Aert pouvait être combattue en attaquant dignement. Il fallait aussi avoir beaucoup de barres pour cela. Donc, économiser le coureur au maximum. Bref, chose faite pour Gianni Moscon, qui vient poursuivre une saison en tout point remarquable
avec notamment victoire sur Tirreno Adriatico, qui était son gros fait d'armes de ce début de saison. Alors, par contre, le Tour des Flandres, c'est pas pareil. Il y a un petit peu plus d'adversité. Il y a également un très bon Florian Sénéchal, ou bien on nommera aussi son équipier Nils Politt, donc, puisque les deux se retrouvent ici chez Bora Hansgrohe. Oui, il y a eu un peu de mouvement, hein, c'est logique, après 2 mercatos d'été. Les coureurs, certains ont pu bouger. Sénéchal est une vraie force, il faut le surveiller de près. Peter Sagan n'est pas non plus à oublier, hein. Bref, il était chez Astana ici dans cette partie en 2023. Bref, en tout cas, il a quitté Bora Hansgrohe. Et vous voyez, c'est amusant, c'est Dumoulin qui fait le train en ce début de deuxième moitié de Tour des Flandres. Jumbo-Visma a aligné une grosse équipe et a même comme ça emmené quelques leaders remarquables qu'on n'attend pas nécessairement sur les pavés. Attention, le Kapelmur ici peut être toujours un endroit déterminant puisqu'il peut provoquer des cassures. Bien se positionner à l'avant, c'est très important d'être là aux avant-postes avant de basculer. Voilà, on se calme une fois qu'on est vers le sommet, ça n'a rien non plus de se fusiller à ce moment-là. Le mot d'ordre est toujours le même sur ces classiques-là, selon moi, sur Pro Cycling Manager, c'est essayer de garder le maximum de force, donc le maximum de barres vertes, d'une part, la plus importante, essayer de garder le maximum de barres jaunes, la deuxième plus importante, et donc, la limite, la barre rouge, on la récupère dans une descente, on peut en récupérer un petit peu, mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir la barre verte la plus haute possible et d'avoir la barre jaune présente le plus longtemps possible. Voilà, donc à partir de là, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, parce que le reste, ça c'est la théorie, et puis après il y a la pratique. La pratique, c'est tout de même un Moscona plus 2, ce qui laisse quand même augurer de chances réelles de figurer. On a un objectif de sponsor qui est top 5. Sur ce coup-là, le vieux Quarmont approche, mais ce n'est pas le dernier passage qui se propose ici à nous, c'est l'avant-dernier passage. On avait vu que le premier était plutôt passé tranquillement. Et là, les hostilités commencent réellement à ce moment-là, hein, avec Tiesj Benoot qui muscle un petit peu la course. Van Aert est dans un fauteuil juste derrière Asgreen. Voilà, les meilleurs sont là. On aperçoit Van der Poel, on aperçoit également quelqu'un comme Anthony Turgis, qui est à considérer sur ces courses-là, réellement. Et d'ailleurs, dans la réalité, c'est la même chose. Enchaînement, donc, avec le Paterberg. Et c'est parfois ici que certaines choses commencent à se dessiner. Hein, les tendances peuvent se dessiner ici. Regardez, on est tranquille dans le Paterberg. On est tranquille, sauf que quelqu'un accélère. Il s'agit de Wout van Aert. Asgreen a pris la roue. Van der Poel a pris la roue. Ils ont profité de cette fin de Paterberg pour nous distancer. Ça n'est pas une bonne opération. Que va-t-il en être derrière? Est-ce que ça roule? Oui, on a Stan de Wulf qui roule. On a du AG2R Citroën également qui s'est bougé un petit peu les fesses pour essayer de revenir. Allez, il faudrait recoller ici sur les 3 hommes de tête, car sans cela, ça peut être délicat. Oui, enfin bref, on recolle pas. On recolle pas. D'ailleurs, même Bettiol, qui avait essayé de faire le jump, n'a pas recollé non plus. Je sais plus si c'est Sénéchal ou Politt qui s'est aussi laissé un peu avoir sur ce coup-là. Bref, on a du mal. Les 3 hommes de l'avant creusent. Ce moment crucial dans le Paterberg peut s'avérer décisif. On va voir si on arrive à les reprendre ou pas. Bettiol, en tout cas, a craqué. Devant, les 3 hommes s'entendent plutôt pas mal. Le problème, c'est que quand on a 3 cadors de ce niveau-là à l'avant, à ce moment-là de la course, ils sont, et là aussi, réalisme, hein, ils sont totalement capables de s'entendre pour ne plus jamais être repris. C'est un vrai problème, surtout que derrière, eh bien, par définition, si les 3 plus costauds sont à l'avant et que d'autres n'ont pas suivi, même si Nassen ici s'emploie, eh bien, ça n'est pas évident. Ça n'est pas forcément évident. Kreuzberg, ici, donc, terminé. Nassen fait de gros efforts pour essayer de rentrer. Il y a quand même plus d'1 minute 20. Ça sent la victoire pour l'un des 3 à l'avant.
Et pour cause, écoutez, derrière, en fait, on n'en peut plus. Il n'y a plus personne qui est capable de rouler, on va dire, suffisamment. Alors, je vais essayer ici avec Moscon quand même de faire l'effort. Regardez, 1 minute 30, c'est quasiment mort à ce moment-là. Surtout que derrière, il va rester le Paterberg. Et après, ça va basculer avec une longue, avec plus de 10 km de plat. Voilà, c'est enterré. C'est enterré à ce moment-là. De toute façon, nous n'avons plus rien en magasin. Tiens, Dylan Teuns, il va être présent dans le deuxième groupe de 10 coureurs. Devant, Asgreen assure un relais en sortie de Paterberg. Van der Poel et Van Aert font de la patinette. Et écoutez, il va falloir s'écharper pour essayer de choper un top 5. C'est tout ce qui nous reste à ce stade-là. On est au plus mal. On est au plus mal. Le Tour des Flandres, c'est terminé pour la victoire en tout cas. Asgreen, là ici, pour moi, prend des relais qu'il ne doit pas prendre. Mais on sait que parfois, certains coureurs sont très généreux dans l'effort et que ça peut leur coûter ensuite la victoire. C'est un phénomène qu'on observe dans le cyclisme en général et dans le PCM en particulier. En tout cas, pas assez calculateur pour moi, Kasper Asgreen, sur ce coup-là. Regardez, on va voir comment est-ce que tout ça se termine. Se termine évidemment par une victoire. Je dis évidemment, mais oui, car on est plus ou moins dans l'évidence. Si Asgreen ne garde pas un maximum de barres, il est certain d'être croqué par les deux autres, par les deux mutants. Et donc nous, on va sauvegarder, de pas grand-chose le top 5. Ça s'est joué à rien sur ce groupe de gens qui étaient complètement cuits, disons-le clairement. Deuxième groupe de gens totalement cramés. Et donc, voilà, un Tour des Flandres un peu décevant en ce qui concerne le bilan de l'équipe, puisque je pense qu'il y a eu ce moment crucial qui n'a pas été négocié de manière convenable, à savoir l'avant-dernière sortie de Paterberg. On va le revoir juste après. Donc là, c'est le sprint. Qui peut réellement espérer battre ces deux hommes-là ? Un Asgreen qui s'économise. Voilà, la réponse, elle est là. Il peut gagner assez facilement, en vérité, s'il arrête de rouler dans les 10 derniers bornes et qu'il prend une roue des deux. Je pense que c'est clair, mais voilà. Ça s'est passé autrement. Ça s'est passé sur l'accélération pure, sur la vitesse de sprint, au bénéfice de Van der Poel. Van der Poel, décidément, dans une forme éblouissante. On se souvient des multiples victoires d'étape sur Paris-Nice, on se souvient d'un très bon Milan-San Remo, on se souvient également d'une très bonne Strade Bianche, et le moment où tout bascule, vous voyez, celui-ci, c'était très anodin, en fait, comme situation. Ça remontait au niveau des 3 cadors, mais ça remontait pas de manière flagrante. Et c'est là qu'il fallait absolument... En fait, là, c'est fini, en fait. Voilà. À ce moment-là, terminé. Il reste 50 bornes, mais c'est terminé. Et c'est là qu'on peut quand même un peu maudire la chance et se dire que c'est dommage de devoir attendre une année de jeu supplémentaire pour pouvoir retenter sa chance, car le plus 2 de Moscon était quand même malchanceux. Le plus 3 aurait été mérité, et d'ailleurs la préparation avait été faite en ce sens, et des fois ça se joue à pas grand chose. Je pense qu'il fallait, en tout cas, il y a erreur stratégique surtout, c'était de ne pas avoir suivi. Après, est-ce qu'on aurait fait mieux que 4e ? Je n'en suis pas forcément persuadé, vu le pédigré des 3 hommes que Moscon aurait éventuellement pu accompagner. L'Amstel, c'est dans une semaine à ce moment-là, ce qui veut dire qu'il y a simulation. Oui, car je ne l'ai pas joué. J'avais aligné en plus des hommes entre guillemets de seconde zone, ce n'est pas méchant, mais soit qui devaient accumuler comme Tadic des jours de course avant les Ardennaises, soit comme les autres qui devaient accumuler plutôt des jours de course en vue du Giro, comme certains éléments ici présents là sur le Tour du Pays Basque. Mais c'est également une semaine de repos pour Attila Valter. C'est une semaine, c'est comme ça, ça tombe comme ça. Il était en Catalogne. Il ne faut pas non plus le fusiller. Il y a une montée en puissance après qui doit se faire jusqu'au Giro. Hors de question donc de le cramer, car j'attends du grand Attila Valter sur le Giro qui va suivre. Donc pour ce qui est du Tour du Pays Basque, on voit que les choses
se passe très calmement. Il y a des... Voilà, ici une victoire par exemple d'Alaphilippe devant un Quinn Simmons qui s'affirme au niveau de ses notes au fur et à mesure de cette partie. Commence à s'affirmer, ça commence à être du puncher de vraie belle qualité. Ce sont toujours des modélisations sur les jeunes coureurs comme ça. Bien malin qui peut dire si Quinn Simmons à l'arrivée sera plutôt un puncher flandrien ou plutôt un flandrien puncher. C'est très difficile à prévoir, même si entre-temps, on commence à avoir peut-être un peu plus d'indications, mais sur un si jeune coureur, rien n'est absolument définitif. Carapace, après 4 étapes, tient le général. Il y a ici la fameuse arrivée à Eibar. On la connaît presque par cœur, celle-là de fin d'étape, avec cette ascension. Va-t-elle consacrer quelqu'un d'autre? Ah oui, Soler s'est imposé devant Vlasov. Vlasov est vraiment très fort dans la partie, faut pas le mésestimer. D'ailleurs, il est deuxième au général derrière Carapace, il s'est rapproché un petit peu sur cette étape 5. Hindley est en embuscade, il y a également d'autres coureurs comme ça pour lesquels le contre-la-montre va être totalement décisif. Almeida aussi n'est pas mal non plus, à voir un peu tout ce que cela peut donner. Almeida s'imposera sur le contre-la-montre, c'est magnifique comme victoire, et le général nous dira Nelson Powless qui s'impose de peu, grâce au contre-la-montre d'ailleurs, sur Alexander Vlasov avec Hugh Carthy. IF a fait un tir groupé phénoménal. Powless, vous voyez, il y avait sûrement un beau pic de forme avec quelques formes du jour très très favorables sur ce coup-là, et ça peut expliquer sûrement la très jolie victoire de l'Américain sur ce Tour du Pays Basque. Voilà, on arrête de simuler et on passe cette fois-ci à une course disputée, à savoir l'Amstel Gold Race. Toujours la même équipe, je l'ai dit auparavant. De toute façon, l'Amstel est une course, certes, qui comprend des passages très difficiles, mais des passages qui sont relativement courts. Ce qui veut dire que la caractéristique d'endurance, de résistance, outre celle de vallon par exemple, ou même la capacité à rouler en plaine. La note de plaine est également importante sur le final. Bref, vous l'avez compris, c'est une course que je qualifierais d'hybride. En tout cas, sur son format PCM, c'est une course qui est relativement hybride entre une flandrienne et une ardennaise, comme on pourra en voir plus tard, avec la flèche wallonne qui, elle, s'adresse nettement plus au puncher, et Liège, c'est encore un petit peu différent, et ça demande des profils un petit peu plus complets. Mais par contre, pour l'Amstel, tout est jouable. On peut s'imposer ici avec un flandrien, on peut presque s'imposer ici avec un sprinter qui aurait un concours de circonstances favorables et qui passerait bien les difficultés, type Michael Matthews, par exemple, dans le jeu. Sans aller chercher Van Der Poel et compagnie, puisque ceux-là on a compris qu'ils pouvaient gagner à peu près partout. Thomas Pidcock est présent, et sur cette épreuve, je vais essayer de m'attacher à fournir un travail d'équipe. On a la chance d'avoir Lutsenko à plus 4, ce qui est peut-être sa dernière jolie forme du jour de la saison de classique, puisque le pic va disparaître ensuite. Et il faut essayer de jouer les choses en équipe. Vous voyez que j'ai protégé Moscon, Covey et évidemment Lutsenko. En essayant, vous voyez, dans le final, on va essayer de mettre Lutsenko sur orbite. Donc, d'ici là, on a beaucoup de passages sur lesquels il faut évidemment éviter les cassures. Vous voyez ici, ça accélère très très fort. Il y a de nombreux moments où il y a des accélérations qui sont fournis par les uns ou par les autres. Ici, c'est Hirschi qui essaye de sortir. D'ailleurs, immédiate réaction de Pidcock. Et j'ai pas vu si c'était Gaudu ou si c'était un équipier de Gaudu, car du côté de la Groupama FDJ, il y a Madouas également qui est en très très grande forme sur cette période-là. À voir. Biryukov, en tout cas, se met à rouler. Lutsenko se porte à l'avant du groupe. Voilà, ça y est. Les hommes ont été repris. On a réussi à reprendre. Ici, c'est Cosnefroy avec son joli maillot de champion d'Europe qui essaye d'allumer une mèche. Derrière, Alaphilippe, Hirschi, Bernal sont là. Nous, on ne s'affole pas. Toujours le travail d'équipe. Vous voyez qu'on a déjà
consommer Gogol et Vinkovic ainsi que Kovi. Attention à ne pas se faire lâcher pour Moscon. On va un petit peu restructurer ici. Voilà. Biryukov a un vrai gros rôle à jouer. Et ensuite, on essaiera de caler Moscon derrière Biryukov pour mettre Lutsenko dans les meilleures conditions. Dans le final, il n'y a déjà plus que 32 hommes à la poursuite de Cosnefroy. Alors allons-y. Ça continue. Amstel est une course vraiment passionnante à jouer. Et puis en plus, elle est indécise. Elle est très indécise. Elle a comme ça cet avantage. Attention, il y a un Mohoric aussi en très grande forme. Se méfier de Matej Mohoric, je trouve, sur ce type de course-là, car dès lors, déjà, il est très fort en vallon. Et ensuite, il a bien évolué dans cette partie. C'est très bien développé. Et en plus de cela, dès qu'il y a une descente, Mohoric peut en profiter pour récupérer de manière dingue. Et donc, il va être ceux parmi lesquels on peut retrouver le plus de barres à la fin d'une course comme celle-ci. Allez, Moscon va rouler très fort pour essayer ici de résister aux tentatives des uns et des autres, notamment de Pidcock, dont on voit qu'il est en train d'essayer d'attaquer. Moscon avec un Lutsenko bien calé dans la roue. Allez, Moscon a eu raison des tentatives de Pidcock. Et on arrive au bout de la barre de Moscon. Donc, qui dit travail d'équipe dit sanction impérative par le leader au moment où plus personne ne peut donner. Lutsenko s'en va. Allez, c'est parti. Qui est-ce qui le suit? Apparemment, Ciccone, mais aussi Alaphilippe et Pidcock ont essayé de s'accrocher au Kazakh. Lutsenko va-t-il maintenir cette avance jusqu'à la fin? Toute la question est là, car derrière, regardez, ça va revenir assez bien. Ici, c'est Bernal et Mohoric qui reviennent. On avait raison de se méfier de Matej Mohoric, qui est un vrai danger ici. Lutsenko, du coup, on gère un petit peu la manière de conduire l'effort, je dirais, sur ce final. Il reste moins de 2 km. Normalement, la course est gagnée, car Wellens plante. On a réussi à ce que les autres ne rentrent pas. Lutsenko va donc s'imposer ici en solitaire au terme d'un travail d'équipe admirable. Merci Moscon, merci Biryukov, merci à tous les autres, parce qu'en fait c'était uniquement une histoire d'équipe, tout ça. Ça s'est passé nickel, il n'y avait pas de problème. On a failli être repris à un moment donné, et là je pense que ça aurait été bien délicat, parce qu'on se serait épuisé pendant que les autres auraient repris un peu de barre dans notre roue, ou alors on aurait arrêté de rouler, et à ce moment-là on se serait fait reprendre pour un sprint massif, ce qui aurait été dans les deux cas probablement un scénario perdant. Et là, ouf, ça s'est passé comme il se doit, à savoir Lutsenko qui gère son avance, qui finit par creuser légèrement parce que derrière ça baisse les bras, et donc victoire ici sur l'Amstel Gold Race. Eh ben, on le croit ou on le croit pas, mais ce n'est que la première victoire de la saison d'Alexei Lutsenko. C'était donc une année champion du monde, une année en arc-en-ciel, tellement difficile jusqu'à ce début de mois d'avril, et enfin la délivrance d'une victoire qui, j'espère, en appellera quelques-unes par la suite. En tout cas, ça va simuler du Tour de Turquie ensuite pendant une semaine, pour se retrouver du côté de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, où on va peut-être davantage essayer de jouer les choses pour Gianni Moscon. Regardez jusque-là, je ne mens pas. Une seule victoire pour Lutsenko, 3 pour Moscon, Pechek, Attila Valter. Et puis, il y en a 2 autres qui ont réussi à en prendre une, mais très difficile. Cette saison, on ne se balade pas. Bien au contraire, on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. Donc, on s'accroche. Paris-Roubaix sans forme du jour, c'est quand même quelque chose. On retrouve les 3 mêmes gros favoris que sur le Tour des Flandres, avec, on l'espère, une issue différente. Ce serait formidable de pouvoir ici aller performer sur Roubaix. Roubaix remporté l'année précédente par Moscon, mais dans un contexte d'une course en octobre. C'est pas la même chose. Octobre veut dire perturbation potentielle des préparations des uns et des autres au niveau des coureurs gérés par le jeu.
Et je pense que ça avait un rôle réel dans la victoire de Moscone l'année précédente. Et donc en fait il faudrait dire 7 ou 8 mois plus tôt, et non pas l'année précédente, car finalement il ne s'est pas passé un an du tout entre ces deux Paris-Roubaix. Ici, ce qu'on remarque, c'est un début de course relativement rapide. Ça va très vite et ça risque de provoquer des craquages chez certains. Ça accélère beaucoup. Là, on est avant la Trouée d'Arambert. Accélération massive, encore une. Il y en a déjà eu, je vous l'assure, sur les 150 premiers kilomètres. Puis ici, on est presque à 100 km de l'arrivée. Ça roule un petit peu dur dans la Trouée d'Arambert. Il faut s'accrocher. Regardez, moi j'ai déjà perdu 3 hommes, pour ainsi dire. Et c'est peut-être pas fini. On risque de se retrouver un petit peu seul, très très rapidement, dans ce Paris-Roubaix qui est parti sur les chapeaux de roue, avec donc des conséquences sur la fin de course. Là, on va avoir des conséquences sur la fin de course quand on a un début aussi rapide. J'essaie d'un petit peu de calmer les choses. Moscone qui s'abrite. On essaye de récupérer un peu Lutsenko dans la roue, ainsi que Klimek. On a mis Gogol en protection de Gianni Moscone. Attention, parce que vous voyez, même sur ces secteurs-là, ça tend à partir. Et ça tendrait limite à casser et à partir sans nous. Ce qui équivaudrait ensuite à un effort terrible pour essayer de rentrer si l'effort n'est pas fait par d'autres coureurs. C'est toujours un jeu de poker menteur. Est-ce que je fais un effort quand je subis une cassure ou est-ce que j'attends que ça rentre au bénéfice du travail de d'autres coureurs? Voilà, qui accepte de se sacrifier en gros. Et il faut essayer de jamais être celui qui va essayer de se sacrifier, en tout cas qui va l'accepter. Voyez, voilà, c'est fini pour tout un tas de gars. On les cale, effort minimal, ravito, et on va juste arriver à l'arrivée pour eux sans se fatiguer. Gianni Moscone, Lutsenko pour le protéger. Il va y avoir un ravitaillement à faire sous peu là. Il va falloir faire attention à cela parce qu'il est hors de question d'aborder le final en devant faire un ravitaillement et donc en se portant à l'arrière du groupe et donc en subissant potentiellement une attaque de certains favoris au moment où on se ravitaille. C'est des choses qu'on a déjà vues, on le sait. Donc essayons de nous porter vers l'avant en ne fournissant pas un effort trop important. C'est tendu, il reste plus de 50 km, il n'y a plus que 26 hommes, et ça accélère encore ici sur ce secteur pavé. C'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est Van Aert qui accélère, waouh. Quand Van Aert accélère, qu'est-ce que ça fait comme dégâts, c'est assez impressionnant. Après voilà, ça se calme un petit peu après sur le retour hors secteur pavé. Vous voyez, des chutes, des mésaventures pour les uns, et puis surtout une cassure, il faut le dire, regardez, pendant que je m'occupais 2 secondes de Lutsenko, ça a cassé dans le groupe à l'avant. C'est pas très bon, on va essayer de faire l'effort pour rentrer. Vous voyez, voilà, c'est ce genre d'effort-là qu'il ne faut jamais être amené à faire. Et j'ai été quelque part sanctionné d'aller regarder ce qui se passait pour les autres coureurs. On va s'accrocher. Il n'y a plus grand chose pour Moscone, mais il faut récupérer de la barre. Peut-être que les autres ne sont pas mieux que nous. C'est aussi possible, ça. Parce que c'est tellement parti vite. Oh là là, il y en a un qui est quand même mieux que les autres. Ici, à ce stade de la course, c'est Van Aert. Regroupement derrière. Général, on aperçoit Pedersen qui vient de dépasser Moscone. On aperçoit Turgis, Marco Haller. On a Tige Benoît qui est pas loin. On a un étonnant Madouas qui est encore dans le groupe. On a Peter Sagan, Kasper Asgreen. Je crois que Sepp Van Mark est encore présent. C'est compliqué. C'est compliqué. On peut pas faire face à toutes les attaques. C'est très très complexe à gérer, toutes ces accélérations. Et honnêtement, c'est une situation qui est assez stressante. Voilà, on se retrouve ainsi dans un deuxième groupe désormais, puisque Van Aert a été repris par quelques-uns. Oh là là, crevaison pour peut-être Bettiol, non crevaison de Bettiol. Fait un homme de moins à l'avant. Et ça se calme à l'avant. Regardez, hop, on va pouvoir rentrer sur le travail de Turgis. On va rentrer. Ça repart immédiatement. Van Mark, Nassen. Bon là là, tout le monde suit. J'ai pas de quoi suivre à ce stade-là. Il faut essayer d'attendre un éventuel regroupement. Si je mise vraiment sur ça, parce que sinon c'est trop compliqué.
peut pas s'opposer à ces accélérations. Moi, je n'ai pas la capacité à suivre toutes ces accélérations-là. Trentin est pas mal aussi, ils ont de très bons jours, puisqu'il se retrouve avec les tout meilleurs. Allez, ici, hop, personne n'en peut plus à l'avant, ou personne ne souhaite rouler, ce qui fait qu'on va avoir un regroupement à 30 km de l'arrivée, sur un passage plutôt calme, ici. Alors, c'est un avantage considérable pour nous, parce que ça nous permet de reprendre un petit peu de vie, et de suivre un petit peu les cadors sans se fatiguer. Allez, on va pouvoir ainsi se battre peut-être presque à armes égales, même si on peut supposer qu'il reste plus de barres à certains, mais vous voyez, c'est Benoît qui fait l'effort ici en tête de groupe, même si il est fatigué. Personne ne lui passe réellement devant, ce qui laisse donc supposer que tout le monde récupère à ce stade-là. Et on arrive bientôt au passage décisif. On va avoir bientôt l'enchaînement final. Benoît qui a retrouvé un petit peu de force. Il continue à mener le groupe. Un peu en défaillance, ou pas loin de la défaillance. C'est intéressant ça, c'est intéressant. Au moment où crevaison de Moscone. Oh là 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 là. Il y avait eu crevaison de Sagan quelques secondes plus tôt, ce qui se retrouve avec un groupe Moscone-Sagan qui a déjà 1 minute de retard sur les favoris. Alors ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout. On fait l'effort un petit peu, mais je veux pas tout cramer la barre qu'on avait, surtout pile au moment où on rentre dans Canfin en Pével. Donc on peut supposer qu'à l'avant, par contre, il y a une accélération. On essaye de faire ce qu'on peut pour reprendre certains. Allez, il y a déjà un groupe qui est parti à l'avant, un groupe qui n'a pas suivi. Va-t-on réussir à rentrer ici le carrefour de l'arbre? Donc en plus, voilà, pile devoir refaire notre retard au moment où on est sur les secteurs qui sont les plus difficiles et les plus décisifs de Paris-Roubaix. Ok, c'est difficile, c'est délicat franchement. On se retrouve vraiment en fâcheuse posture, plus de barres, plus rien. Sagan s'extrait de nous. On va peut-être, voilà, hop là, on va recoller. Regroupement à nouveau. Là, il faut essayer de prendre une roue. La roue de Van Aert sera trop difficile. La roue de Nassen aussi. La roue de Sagan également. Ouais, bref, on a compris. On s'est cramé sur le fait de reprendre comme ça notre retard dû à la crevaison. Ce qui fait que à ce stade-là, c'est particulièrement difficile. Van Aert en a profité pour sortir. Il est une dizaine de secondes devant Van der Poel qui s'accroche mais ne semble plus en pouvoir. Voilà. Bettiol derrière en tête du groupe qui avale Van der Poel avec Asgreen, avec Van Mark, avec Turgis, avec Sagan, Haller. Et nous, on est bien derrière cette fois-ci. Ciao, ciao, bambino. C'est fini. C'est fini pour nous. Et ça va sûrement s'expliquer pour la gagne devant. Ces 13 hommes vont s'expliquer. Alors là, on peut faire les paris les plus dingues. Est-ce que Madouas peut arriver à prendre le meilleur là-dedans? Vous savez, il n'est pas en cinématique de défaillance. Est-ce que Van der Poel aura un sursaut? Est-ce que Van Aert va logiquement s'imposer? Qui va partir? Il reste un petit peu plus de 2 km. Donc le sprint final n'est pas lancé. Allez, c'est parti. Ça accélère. Nassen, Van Aert, Van der Poel, eh bien non. Sur la gauche, on ne l'attendait plus. Il avait été plusieurs fois lâché, au même titre que Moscone. C'est Mats Pedersen qui, à la corde, va comme ça s'imposer. Et nous, ça, c'est inéluctable. On est 14e. Donc, adios le top 5. Même pas le top 10. Et on s'est fait bien avoir. Malheureusement, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Victoire donc très surprenante de Mats Pedersen. Après, au vu de la course, moi j'en tire des conclusions. C'est que, en fait, personne n'était vraiment en bonne forme. Et que, à l'arrivée, celui qui avait le plus d'endurance et une capacité à sprinter, plus le fait de s'être peut-être économisé sur les retours, vous savez, quand il y a comme ça des cassures, puis retour du deuxième groupe sur le premier, etc.
c'est Mats Pedersen qui l'emporte finalement. Tant mieux, je suis content, ça fait encore un vainqueur de monuments différents en ce début de saison. On a un beau partage des victoires. Et voilà, on va achever les courses à ce stade-là pour cet épisode. Il restera donc la Flèche Wallonne, il restera donc ensuite Liège-Bastogne-Liège, et il restera ensuite évidemment le Giro qu'on attaquera au prochain épisode. Giro sur lequel une équipe qu'on pourrait qualifier de faible, quand on la voit comme ça, va être alignée, mais de toute façon c'est le mieux que je puisse faire à partir du moment où les coureurs de classique se reposent. Attila Valter sera donc secondé par Galkuk, par également l'ami Rodionov, et puis après les Tiberi, Novikov, Kostin, Marchenko ou encore Mikheyev seront chargés d'épauler tout ça et de résister. Il y aura aussi un contre-la-montre par équipe, il y aura plein de petites choses qui vont corser ce Giro, et puis qui est normalement annoncé comme étant une très très belle édition. Voilà. Je vous salue, je vous dis à un de ces jours, bye bye.